Bonjour à toutes et à tous. Je suis Thierry Sabot, le directeur de l'Agence culturelle Nouvelle-Aquitaine. Bienvenue dans ce quatrième webinaire organisé par l'Agence depuis le début de la crise. Alors, c'est une quatrième action disais-je, qui est un peu différente des précédentes éditions, dans le sens où, pour le coup, elle résulte d'une coopération entre l'A et Astre, le réseau néo-aquitain pour les arts visuels. Cécile Villiers est à mes côtés pour représenter ce réseau. Nous avons conjugué nos outils, nos ressources et nos carnets d'adresses, ainsi que nos forces de travail pour aboutir à cette rencontre en ligne. Sachez que pour le moment, vous êtes environ une soixantaine de participants, mais que nous avons plus d'une centaine d'inscrits. Alors aujourd'hui, nous nous adressons plus particulièrement aux acteurs de l'écosystème des arts visuels, les lieux, les artistes, les associations porteuses de projets, etc. Un environnement assez récemment structuré à l'échelle de notre région, composé de multiples acteurs, souvent indépendants, et donc par voie de conséquence souvent absents ou oubliés ou loin des dispositifs d'urgence et de soutien. Voilà, donc cette proposition a pour but en fait d'éviter que les acteurs se retrouvent seuls face à leurs questions. Donc voilà, d'où cette proposition. Donc pour vous donner quelques informations sur ce réseau que vous connaissez sans doute, mais c'est important de bien encore mieux le connaître. Pour vous donner quelques informations, donc je passe la parole à Cécile Villiers, donc qui a la charge par intérim de la direction de la structure. Bonjour à tous. C'est une nouvelle expérience aussi pour moi de parler à des gens qu'on ne voit pas. Donc oui, merci Ala pour ce travail ensemble là et cet accueil aujourd'hui de ce webinaire. Je vais d'abord dire juste rapidement quelques mots sur le réseau Astre, donc qui, comme l'a dit Thierry, c'est un réseau régional d'acteurs des arts plastiques et visuels en Nouvelle-Aquitaine. C'est un réseau jeune puisqu'il a 2 ans. Et c'est un réseau qui rassemble des structures qui sont des centres d'art, des galeries associatives, des collectifs d'artistes, des écoles d'art, des structures qui font de la diffusion, de la production, de la résidence d'artistes. Je vous invite à aller sur le site du réseau pour en savoir un peu plus. Je voulais simplement faire un petit focus sur une particularité du réseau, parce que ça va nous amener à ce pourquoi aussi on est là aujourd'hui. Donc, de manière concomitante, au moment où on a constitué le réseau en juin 2018, on a également été signataire aux côtés de la DRAC, de l'État, de la DRAC Nouvelle-Aquitaine et de la région Nouvelle-Aquitaine, d'un contrat de 3 ans qu'on appelle le contrat de filière. Et au travers de ce contrat, le but est de mettre en œuvre un ensemble d'actions avec des objectifs qu'on a définis ensemble à la suite d'une concertation pour permettre une meilleure structuration de ce secteur, de favoriser la coopération, les échanges, que ce soit à l'intérieur de l'écosystème des arts plastiques et visuels, mais aussi avec l'ensemble des acteurs de notre société. Et il y a au cœur aussi de tout ce travail, depuis le départ, l'idée de travailler à une meilleure reconnaissance de la place des artistes dans cet écosystème. Je ne vais pas rentrer dans le détail. On a sorti il y a quelques jours, semaines, je ne sais plus, on a publié un référentiel qui est une première version de ce référentiel sur la rémunération artistique, donc qui a fait l'objet d'un travail collectif et qui a amené au référencement de 5 activités artistiques et avec en face des rémunérations équitables. Voilà. Donc c'est aussi tout un travail sur comment on transforme nos usages et comment, au travers, simplement au point de départ, la rémunération, on met aussi les artistes au cœur de tous nos travaux. Pareil, je vous invite à aller voir sur le site si vous voulez avoir plus d'informations sur ce travail-là. J'en arrive à ce pourquoi on est là aujourd'hui. En fait, on a, pendant une visio avec les membres du réseau à la fin du mois d'avril, on partageait ensemble un peu
le constat, voilà, en étant relativement désarmé du fait que les artistes soient les premiers à subir vraiment de plein fouet cette crise, on a agi de la manière où on pouvait agir, c'est-à-dire nous-mêmes en rémunérant les artistes sur les actions qu'on annulait. Enfin, je dis nous-mêmes le réseau parce qu'on a annulé des rencontres annuelles qui devaient avoir lieu à Anglet au mois de mai. Et on a appelé en fait au maintien de cette rémunération, que les actions soient annulées ou reportées, qu'il y ait vraiment un maintien de la rémunération dans les calendriers prévus. Et face à ça, voilà, voyant aussi toute la difficulté de la mise en place des aides, comme disait déjà Thierry, concernant les indépendants, les associations sans salariés, de voir à quel point ces structures-là, enfin en tout cas ces régimes-là, ces statuts-là, n'étaient pas pris en compte. Même en le répétant à différents endroits où on pouvait le répéter. On a finalement organisé assez vite un groupe de travail à partir de ce questionnement-là, de se dire la difficulté de l'accès à l'information, de l'accès aux aides. Et on s'est emparé en fait de deux propositions qui étaient arrivées un peu de manière concomitante. D'une part, Annabelle Oliveira, qui avait transmis une information qu'elle avait monté dès la fin du mois de mars un dispositif d'accompagnement en ligne, d'accompagnement administratif pour les artistes auteurs sur l'île de la Réunion, avec une structure qui s'appelle l'Envol. Et elle proposait en fait de mettre à disposition le principe qu'elle avait développé. Donc on a travaillé avec elle et parallèlement, là nous avait sollicité pour organiser un temps d'information sur les aides d'urgence à destination des artistes auteurs. Donc voilà, on s'est emparé de tout ça il y a 15 jours, il y a à peine 3 semaines, pour en arriver là avec vous aujourd'hui. Et effectivement, notre proposition à là était effectivement un peu différente. On n'est pas exactement sur l'organisation classique d'un webinaire. On disait hier qu'on était finalement un peu sur une forme de table ronde, même si ça me perturbe beaucoup de pas voir les gens, mais effectivement une table ronde pour partager des expériences. Finalement, on est fin mai, on est à plus de 2 mois de période de crise, 2 mois et demi, en tout cas de crise sanitaire. Je ne parle pas de ce qu'il y avait, de la crise qu'il pouvait y avoir avant. Donc, ce qu'on vous propose, en fait, c'est vraiment un temps d'échange à partir des expériences donc des invités qui sont parmi nous et que je remercie d'avoir réagi aussi rapidement à notre invitation. On va les découvrir dans quelques instants. Merci Cécile. En fait, comme tu le dis, ce webinaire prendra par moment plutôt la forme d'une table ronde. Donc, il y a une partie véritablement informative, et puis il y aura une autre partie plus axée sur une discussion. Donc, en ce qui me concerne, j'assumerai la fonction d'animateur pendant les 2 petites heures que nous allons passer ensemble. Je n'entre pas dans le détail, je pense que tout le monde appréhende bien cette fonction. Peut-être par contre, Cécile, ce qu'il y a de plus original, c'est que tu interviendras dès que tu le souhaites pour se faire l'écho de questions que vous allez pouvoir poser directement sur le chat. Alors, le chat, en bon français, c'est une boîte de dialogue en ligne. Donc, dans votre interface, vous avez la possibilité de poser des questions. Nos amis québécois parlent aussi de clavardage. Voilà, donc n'hésitez pas à poser dès maintenant toutes les questions que vous souhaitez à nos intervenants qu'on va vous présenter dans quelques instants. Sachez simplement que ces questions sont synthétisées et regroupées en coulisses par l'équipe d'Astre et l'équipe de l'agence. Donc voilà, on y répondra peut-être pas à toutes les questions, peut-être pas de façon systématique, peut-être qu'il y aura des questions auxquelles nous ne pourrons pas répondre, mais en tout cas, les questions seront posées et nous veillerons à l'issue de cette rencontre à chercher les réponses. Mais sans plus attendre, découvrons, si vous voulez bien ensemble, les personnes que nous avons choisi de mobiliser pour cette rencontre.
Cécile, je te passe la parole, sachant que nous allons disparaître de l'écran pour faire la place donc à nos 6 intervenants et intervenantes. Alors, je vais pas disparaître tout de suite parce que peut-être ça va faire un truc bizarre. Donc, du coup, sur des aspects peut-être un peu plus techniques, ils se présenteront à chacun un peu plus précisément. Donc, nous avons convié Cyril Simard, qui est expert comptable à Ubi Conseil à Poitiers. Donc, Cyril, mais je ne sais pas si tu peux réapparaître parce qu'il y a eu problème de caméra, mais peut-être on peut t'entendre. Non plus. Oui, bonjour à tous. J'espère que la caméra va marcher. Mais on t'entend. C'est bon. Camille Triquet, qui est chargée d'information et ressources à la Frappe. Moi, je vais m'en aller. Hop. Bonjour à tous. Et puis, nous avons invité 3 artistes qui, je pense, pareil, je les laisse se présenter, mais qui, à eux 3, recouvrent déjà pas mal de situations dans lesquelles j'imagine que vous allez vous retrouver dans les millefeuilles de statuts, de rôles et de casquettes. Donc, Anne Moirier, qui est artiste plasticienne et qui est une artiste syndiquée au SNAP CGT. Fabienne Jantal, qui est designer et qui est président d'un collectif d'artistes 748 à Limoges. Et Stéphane Legarf, qui est également artiste et directeur de l'association Nyctalope Mélodie, basée également à Poitiers, et également Annabelle Oliveira, qui vous présentera donc le dispositif d'accompagnement qu'elle a donc conçu et qu'elle a développé. Donc, j'ai pas dit tout à l'heure, mais en fait, c'est une plateforme que nous allons donc lancer pour accompagner les artistes au dépôt de dossiers à partir de jeudi. Donc, voilà. Merci, merci Cécile pour cette rapide présentation, mais évidemment, on va laisser à nos intervenants, intervenantes tout le temps qu'il faut pour qu'ils nous décrivent quelles sont leurs différentes fonctions et responsabilités et engagements. Donc, comme tu le disais, nous allons tout d'abord donner la parole à Cyril, Camille et Anne pour une présentation des mesures et des dispositifs d'urgence et de soutien qui ont été mis en place et qui sont pour certains toujours évidemment accessibles. Puis nous aborderons avec Fabien, Anne et Stéphane, à travers notamment leurs témoignages, les difficultés rencontrées pour mobiliser ces aides et à intégrer ces dispositifs. Et puis enfin, nous tâcherons, toujours grâce au retour d'expérience de nos invités, de passer en revue les solutions qui ont été chemin faisant trouvées à ces problèmes et les avancées récentes ou celles qui sont attendues, donc celles à venir. Et enfin, grâce à Annabelle, nous partagerons ce qu'elle a elle-même souhaité nommer une note d'espoir. Voilà. Donc, ce que je vous propose, bien, c'est de commencer en donnant immédiatement la parole donc à Cyril. Merci Cyril pour cette première intervention, pour poser le cadre des différents dispositifs mis en place. Bon, oui, bonjour à tous. Donc, je suis Cyril Simard, je suis expert comptable à Poitiers. Donc, dans le cadre de l'expertise comptable, depuis l'apparition du Covid, on a été amené à beaucoup accompagner et à suivre nos clients. Des clients, personnes morales de droit économique, hein, des entreprises, des commerçants, des artisans, mais aussi pas mal d'associations. Donc, le Covid, bien entendu, je ne vais rien vous apprendre, c'était un vrai raz-de-marée organisationnel et financier. Donc nous, en tant que cabinet comptable, il y a eu 2 travaux principaux. C'est l'accompagnement en matière sociale et RH. Il y a eu un gros travail à propos des questions posées par les employeurs sur comment faire avec les employés, sur la présence au travail, les gardes d'enfants, etc. Et aussi sur les dispositifs de chômage partiel. Je vais en parler un petit peu après. Et dans un second temps, c'était autour des problématiques financières et économiques des différentes structures. Donc voilà pour le rôle de l'expert comptable. Et donc dans ce cadre-là, on a été amené à accompagner les clients autour des différents dispositifs. Et sur les dispositifs, ce qu'on peut d'ores et déjà dire, si vous en êtes rendu compte, c'est qu'il y a eu pas mal de dispositifs qui ont été mis en place, qui ont évolué dans le temps,
qui ont des formes proches, des noms proches. Donc, on peut parler quasiment d'un maquis des aides et des dispositifs qui ont été mis en place. Alors, ça obéit, c'est pas une critique de fond parce que ça obéit à une situation qui était complexe et évolutive. Néanmoins, il me paraît important de faire un point rapide sur les différents dispositifs qui ont été mis en place pour les acteurs associatifs et culturels. Donc, en ce qui nous concerne, nous, on a plus accompagné des associations en tant que telles que des artistes-auteurs. Donc là, pour les problématiques de dispositifs spécialisés pour les artistes-auteurs, je laisserai les co-intervenants plus préciser les choses, parce qu'effectivement, il y a eu des dispositifs très spécialisés qui ont été mis en place, notamment avec la CNAP, etc. Alors, sur les dispositifs, il semblerait que nous ayons perdu Cyril. J'espère qu'il va pouvoir se reconnecter rapidement. Je pense que peut-être on pourrait passer peut-être à Camille en attendant que Cyril puisse retrouver de la bande passante pour nous rejoindre. vous m'entendez? Voilà, ben voilà. Donc Cyril, on t'a retrouvé. Donc, à toi la parole. Oui, je parlais du Fonds de solidarité national coporté avec les régions. C'est le Fonds de solidarité qui est en deux volets, en fin de compte. Et c'est un fonds qui a Vous m'entendez? Absolument. Oui, on t'entend. On ne te voit plus, mais on t'entend. Bon, alors je vais continuer à parler. Donc, le premier fonds, c'est l'aide de 1 500 €. Et en fin de compte, elle est limitée pour les associations, car c'est pour les associations soit fiscalisées qui ont une activité économique, soit les associations employeurs qui ont au moins un salarié. Donc, on s'est rendu compte que là, les associations non employeurs n'étaient pas touchées et uniquement les associations entre 1 et 10 salariés. Ça, c'est une première chose. Et le champ d'application était aussi limité car c'était lié soit à une fermeture administrative, soit à une perte de 50% du chiffre d'affaires. Et en plus, le champ d'application était limité car le chiffre d'affaires, il était sans tenir compte des subventions. Donc tout ça mis bout à bout fait que assez peu d'associations, je pense, ont été concernées par cette aide de 1 500 €. Et le deuxième volet non plus, il a été assez peu usité à mon sens, car il fallait se prévaloir d'un refus de l'emprunt garanti, et je vais parler de l'emprunt garanti après. Et en fin de compte, l'emprunt garanti a été aussi assez peu usité par en tout cas les petites structures. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc ce premier fonds de solidarité nationale, il a été assez peu utilisé et il n'était pas d'un usage très clair et très simple. Les deuxièmes dispositifs qui ont été mis en place, c'est bien entendu le chômage partiel et les reports de cotisations sociales. Là aussi pour les associations employeurs. Donc là, ça a plutôt bien fonctionné, si ce n'est que les sites internet de la Directe ont été pris d'assaut et donc il y a eu des problématiques techniques et de délai de réponse. Voilà. Donc, et a posteriori, on peut dire qu'il y aura aussi des contrôles éventuellement de la Directe en lien avec le contrôle du télétravail. Donc là, il faudra faire très attention à ça. Troisième partie de dispositif, ce sont les subventions. Donc là, je laisserai peut-être les autres intervenants en parler, mais il y a eu des dispositifs d'accompagnement liés à l'acceptation des retards dans les actions, forcément du fait du confinement, avec le maintien ou la non remise en cause des subventions déjà versées ou allouées. Encore un autre dispositif, preuve qu'il y en a eu beaucoup, ce sont les emprunts garantis par l'État. Et là, pour les associations, le recours a été relativement faible, tout simplement pour différentes raisons. D'abord parce qu'on ne pouvait tenir compte que de 25% du chiffre d'affaires hors subvention. Et donc, le champ d'application était faible. Par ailleurs, il y avait des conditions liées aux fonds propres, donc que pour les associations plutôt en bonne santé financière. Et c'est toujours soumis à l'analyse bancaire, l'analyse de risque notamment, avec la capacité pour l'association de pouvoir rembourser, vous savez, dans les 5 ans. Donc, c'était beaucoup de critères qui, de fait, excluaient bon nombre d'associations du système des emprunts garantis.
même si après on peut faire appel au médiateur du crédit en cas de rejet, ça a été assez peu utilisé. Je finirai par les dispositifs qui sont, à mon avis, un peu plus utilisés, sont ceux de la région Nouvelle-Aquitaine. Et là, il faut faire très attention car les termes sont très proches alors qu'il s'agit de dispositifs différents. Je ne vais pas parler que des associations parce qu'il peut y avoir des intervenants ou des participants là qui sont dans des structures non associatives, des entreprises. Premier dispositif, c'est le fonds de soutien régional. Donc là, le fonds de soutien, il est pour les entreprises de plus de 5 salariés. Donc là encore, les petites entreprises n'étaient pas concernées. Et ça peut prendre la forme d'une subvention ou d'un prêt de 10 à 100 000 euros. Concernant les associations, il y avait le fonds de soutien régional. Là, ça prend la forme d'une subvention, mais là aussi, il faut être une association employeuse et c'est une prise en charge de 50% des besoins de trésorerie si on a moins de 50 salariés, donc entre 1 et 50 salariés. Et ça prend la forme d'une subvention. Ça, c'est le fonds de soutien associatif régional, région Nouvelle-Aquitaine. Et enfin, le dernier dispositif, c'est le fonds de solidarité régionale. Et là, c'est non pas une subvention, mais un prêt de 5 à 15 000 euros. Et il faut être employeur, mais de moins de 10 salariés pour les 50 salariés pardon, pour les associations et 10 salariés pour les entreprises. Donc, je ne vais pas vous noyer sous les concepts, mais il s'avère qu'il y a donc beaucoup de dispositifs. Un bon nombre d'entre eux ne s'adressent principalement qu'aux associations employeurs et avec des conditions à chaque fois différentes selon les dispositifs. Et alors, pour la région qui peut être amenée à concerner plus d'associations, la particularité, c'est qu'il y a des dossiers à remplir avec des demandes de financement, des demandes avec des prévisionnels à établir, notamment signés par l'expert comptable, donc avec pas mal de contraintes pour les obtenir. Donc, il me paraît important de mettre en avant ces deux points-là. Là, il y a beaucoup de dispositifs qui ont été mis en place et même s'il y en a beaucoup qui excluaient de fait certains acteurs et notamment les petites structures non employeurs. Donc voilà pour ce que je pouvais dire. Restera à présenter les fonds un peu plus sectoriels spécialisés pour les artistes, auteurs, les arts visuels, etc. Très bien, merci Cyril. Peut-être juste une petite question. Qu'est-ce qu'on doit entendre par activité économique des associations? Cette expression activité. Oui, activité économique, c'est vendre des biens ou des services ou être fiscalisé au sens des impôts commerciaux. C'est tout le sujet des associations fiscalisées ou non fiscalisées. Et donc, bien souvent, celles qui sont fiscalisées, c'est parce qu'elles vendent des biens ou des services et qu'elles ont été reconnues comme entrant dans le champ concurrentiel. Alors, souvent au titre, suite à un rescrit fiscal. Donc, ça signifie que, notamment, ça a une importance pour le fonds de solidarité nationale là, de 1 500 euros pour les associations. Parce que les conditions pour l'obtenir, c'est soit activité économique, donc fiscalisation, ou être employeur de plus de 1 salarié. Donc là, on peut regretter la relative complexité que ça a engendré, mais les textes sont comme celle-là. C'est vraiment achat et vente de services et fiscalisation, lié à l'impôt société en fait, être reconnu comme étant fiscalisé. Très bien. Ou employeur. Merci Cyril. Je pense qu'on aura sans doute d'autres questions un petit peu plus tard sur ces différents dispositifs, mais je propose à présent de passer la parole à Camille Triquet pour voilà, entrer peut-être dans certaines de ces mesures. Oui, alors en fait, j'allais juste ajouter une ou deux petites choses par rapport au fonds de solidarité pour les associations. Il faut savoir que ce fonds de solidarité est aussi destiné à des associations employeuses, mais relativement récentes. C'est-à-dire que une association créée avant fin février 2020, association employeuse,
peut prétendre au fonds de solidarité pour le mois d'avril, le mois de mai. Il y a néanmoins des calendriers assez stricts à surveiller. Mais peut-être que Anne pourra en reparler quand il s'agira donc aussi du fonds de solidarité pour les artistes auteurs. Donc il faut quand même bien faire attention aux dates. Il y a aussi parfois des questions par rapport à est-ce qu'il s'agit du chiffre d'affaires facturé ou du chiffre d'affaires encaissé. Là, c'est, enfin Cyril, tu me confirmeras ou pas, mais il s'agit bien du chiffre d'affaires encaissé, donc versé au compte de résultat, c'est bien ça? Alors, ça va dépendre, en fait, ça suit le régime fiscal. Donc, si le régime fiscal n'est pas en recette-dépenses, mais en facturation, ça peut tout à fait être le chiffre d'affaires facturé. Donc, je pense que c'est plutôt le facturé. Parce que si on a des professions où c'est recettes-dépenses, notamment les professions libérales, mais là, si on est dans le cadre d'une association, c'est en chiffre d'affaires facturé. La particularité de ce dispositif-là, il y a une foire aux questions qui a été émise par l'État, qui fait des dizaines de pages. Ou toutes sortes de cas. Voilà. C'est toute la difficulté de l'exercice, c'est qu'il y a beaucoup de cas particuliers sur les secteurs économiques et les particularités. Mais là, moi, je me positionnerais plutôt sur un chiffre d'affaires facturé. Alors, avec en plus la particularité, en mars, c'était comparé mars 2020 à mars 2019. En avril, ils ont ouvert la possibilité de comparer avril 2020 avec avril 2019 ou la moyenne de l'année 2019. Donc, en plus, un dispositif qui a évolué dans le temps. Donc, autre dispositif que j'ai pu identifier pour des associations employeuses, c'est une subvention de la CPAM pour tout ce qui est acquisition des produits, enfin gel, masques et aussi de l'aménagement des postes de travail. Donc c'est une subvention qui s'appelle subvention prévention TPE. Et donc cette aide prend en charge 50% du coût donc de ces travaux ou de ces acquisitions de fournitures pour un minimum de 1 000 euros. Donc la CPAM verse au minimum 500 euros et jusqu'à 5 000 euros versés donc par la CPAM. Mais là, encore une fois, il faut que ce soit une association employeuse et parmi les justificatifs, il y a notamment, il faut fournir une attestation de l'URSSAF avec le montant des cotisations sociales payées qui datent de moins de 6 mois. Et puis, il faut aussi un document qu'on appelle le document unique d'évaluation des risques qui date de moins d'1 an. Donc ça, la subvention, donc prévention TPE. Ensuite, donc là aussi, c'est une aide, on va dire, plutôt généraliste, qui est le fonds de secours ESS, donc fonds de secours qui est un dispositif de France Active, de la Directe et des DLA, qui consiste en fait à proposer donc à des associations employeuses identifiées un accompagnement et une aide financière à hauteur de 5 000 euros maximum. C'est néanmoins assez limité dans le nombre de bénéficiaires parce qu'il s'agit, donc, comme je disais, d'associations employeuses mais qui ont déjà bénéficié d'un accompagnement donc DLA, donc dispositif local d'accompagnement. Donc pour le moment, c'est à destination donc des associations, mais de tout secteur
donc aussi bien la culture que le sport. Donc là, il y a une première vague pour aider à peu près 300 associations, avec éventuellement donc d'autres associations qui seront identifiées pour bénéficier de cet accompagnement. Là, je vous conseille d'aller voir soit sur le site d'OPAL, qui est le Centre de ressources nationales DLA pour la culture, soit alors sur le site de l'AVIS, où vous aurez donc ces informations donc, sur le fonds de secours ESS. Peut-être que je peux finir rapidement avec l'aide d'urgence du ministère de la Culture, donc pour les structures non labellisées, en sachant que l'échéance pour le dépôt des dossiers est le 3 juin. Et là, c'est en fait une aide pour compenser voilà, des pertes d'exploitation. Et donc pour ça, il faut, c'est pas forcément uniquement réservé aux associations employeuses, pas du tout. Mais là, il faut aller voilà, contacter la DRAC de votre région, en l'occurrence. Mais je pense que sur le site du réseau Astre, vous trouverez l'information pour ce qui concerne la Nouvelle-Aquitaine. Voilà de mon côté. Très bien, merci Camille pour ces nouvelles informations. Je propose à présent de passer la parole à Anne, qui est en tant qu'artiste bénéficiaire pour une part de ces dispositifs, mais qui a également un engagement syndical et donc qui peut également nous faire part des ressources mises en place sur cette dimension. Oui, bonjour tout le monde. Alors, donc en fait, je vais peut-être expliquer. Donc, je suis artiste plasticienne, j'ai un atelier à la Fabrique Paula, je touche le RSA en ce moment et je suis au syndicat national des artistes plasticiens, CGT. Donc, par rapport aux aides qui ont été répertoriées pour les artistes auteurs, donc il y en a un premier où c'est le fonds de solidarité qui est pour tous les non-salariés, donc c'est interprofessionnel en France, dans lequel rentrent les artistes auteurs. Donc il faut déclarer sur le site des impôts une perte de gain. Donc c'est une aide qui est valable pour mars, avril et mai. Comme disait Camille, en fait il y a des dates précises. Donc c'est vrai, on avait jusqu'au au 30 avril pour déclarer les pertes de mars. Pour avril, on a jusqu'au 30 mai. Et pour mai, on a jusqu'au 30 juin. Et en fait, on peut toucher jusqu'à 1 500 €, sachant que c'est basé sur une perte de gain. Donc c'est-à-dire que, donc c'est pareil, c'est comme pour les associations, ça a évolué au fil des jours et des semaines. Au tout départ, mars, il fallait déclarer le chiffre d'affaires de mars 2019 et de déclarer la perte de 2020. Et si on était à plus de 50%, on pouvait avoir cette aide. C'est-à-dire si on gagne, disons qu'en mars 2019, vous aviez rentré 500 €. Si vous n'avez rien rentré en mars 2020, vous avez 500 €, etc. Et ça peut monter jusqu'à 1 500. Donc, c'est la même chose au mois d'avril, sauf qu'ils se sont rendus compte qu'il y a énormément d'artistes qui ont des revenus irréguliers, donc qui n'avaient pas de revenus en mars. Donc, ils ont changé ça et on pouvait déclarer, enfin maintenant, on peut déclarer 1/12 du chiffre d'affaires de 2019. C'est-à-dire, on divise notre chiffre d'affaires par 12 et on déclare cette somme je pense que ça a été pris en compte pour mars. Je ne sais pas si vous pouvez me confirmer ou pas cette déclaration des 1/12, mais elle a été prise en compte pour avril et c'est la même chose pour mai. Donc ça, c'est le fonds de solidarité. Pour tous les artistes, ensuite,
On a aussi pour les artistes l'indemnité journalière. Donc ça, c'est pour tous les artistes qui ont réussi à cotiser 900 fois la valeur horaire du SMIC, c'est-à-dire qu'ils ont atteint à peu près les 9 000 euros par an de déclaration. Et tous ces artistes-là qui ont cotisé sur ce seuil-là peuvent demander des indemnités journalières s'ils ont des enfants de moins de 16 ans. Ces indemnités ont été prolongées. Donc voilà. Après, je pourrais donner des précisions parce que j'ai d'autres précisions sur les montants, sur comment ça fonctionnait avec le fonds TPE ou pas, parce qu'il y a un moment, l'État a relié les deux et on pouvait pas, par exemple, à partir d'avril, on déduit les indemnités du fonds. Ce qu'on touche en indemnité, on ne peut pas le toucher en fonds TPE. Voilà, c'est les petites acrobaties actuelles. Ensuite, il y a une autre chose, il y a l'URSSAF. Donc, jusqu'à maintenant, il y avait le report des cotisations sur le 3e et 4e semestre. Mais il y a une annonce apparemment qui a été faite hier par Monsieur Darmanin, qui est du ministère des Finances, et qui propose il propose pas, c'est l'exonération des cotisations pour toutes les personnes qui sont dans la restauration, le tourisme, la culture et le sport. Donc les artistes auteurs en font partie. Et je parlerai du frein que ça peut provoquer ce genre de mesure. Mais voilà, la mesure pour l'instant, c'est l'exonération des cotisations. Donc voilà. Et ensuite, voilà. Alors, pour les gens qui ne peuvent pas toucher le fonds de TPE, il y a eu le fonds d'urgence du CNAP, donc du Centre national des arts plastiques, qui a été mis en place. L'État a mis 500 000 euros là-dessus. Et en fait, les gens... alors, attendez, on pouvait demander jusqu'à 2 500 euros. Donc, c'était pour avoir ce fonds. Donc, on ne peut pas toucher le fonds TPE, donc le fonds de solidarité. Et deuxièmement, on n'a pas réussi à obtenir la rémunération de tout ce qui avait été organisé pendant mars, avril et mai. Plus un mois jusqu'au 15 juin, c'est ça? Je demande à Camille, mais je pense que voilà. Donc, pendant cette période-là, mars, avril, mai, si vous n'avez pas réussi à obtenir la rémunération d'interventions artistiques qui ont été annulées ou les frais qui ont été occasionnés pour une exposition, vous pouvez encore demander cette aide au CNAP, donc jusqu'à 2 500 euros. Ensuite, pour les gens qui n'ont le droit ni au fonds TPE, ni au fonds du CNAP d'urgence, il reste le fonds de secours exceptionnel, donc qui est un fonds en fait qui existe, que le CNAP, c'est courant. Il y a 4 commissions par an pour aider les artistes à la hauteur de 1 000 euros quand ils rencontrent des grosses difficultés dans leur quotidien, qu'ils peuvent plus payer leur loyer d'atelier ou autres, ou qu'ils ont des difficultés tout simplement à payer leur loyer pour vivre ou pour tout simplement se nourrir ou se soigner. Ils peuvent demander ce fonds et apparemment, enfin la dernière commission, on pouvait envoyer jusqu'au 24, mais apparemment ça serait... non, pour l'instant, il n'y a pas encore de prochaine commission. Mais donc voilà, on peut demander jusqu'à 1 000 euros. Avec quand même, il faut justifier d'un seuil. On ne peut pas avoir plus de à peu près 12 000 euros. Enfin, exactement le chiffre, c'est jusqu'à 12 036 € par an. Et il ne faut pas avoir demandé cette aide dans les 3 dernières années. Donc ça pose aussi quelques soucis pour certaines personnes qui ont eu recours à ce fonds il y a 1 an ou 2, quoi, 3. Voilà. Ah oui, et puis alors après, c'est les aides. Ça, c'est des aides qu'il faut voir avec ses propres les structures auxquelles on est rattaché ou pas. Mais c'est vrai que de mon côté, j'ai demandé à être exonérée de mon loyer à la Fabrique Paulin. Donc après, je sais pas
ça dépend de où les artistes sont, mais on peut se débrouiller aussi de négocier avec les structures, par exemple l'exonération de loyer d'atelier. Mais ça, c'est au cas par cas. Voilà pour l'aperçu. Très bien, merci, merci Anne. On voit bien que tous les dispositifs ont évolué dans le temps, que les informations qu'on a aujourd'hui sont peut-être encore amenées à changer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. On peut peut-être juste faire un petit focus sur la dimension syndicale sur laquelle tu n'es pas intervenu. Est-ce que dans ce moment si particulier, tu peux nous indiquer comment un syndicat comme le tien contribue à apporter des informations et à accompagner peut-être certains artistes, certains membres? Ouais, alors au niveau du syndicat, donc quand il y a eu la décision du confinement, bon déjà tout le monde était un peu chamboulé, donc il y a eu quand même 1 ou 2 semaines un peu de choc, on va dire, où tout le monde essaye de comprendre ce qui se passe et qu'est-ce qu'on va faire. Je sais qu'avec le SNAP où je suis, ben, comme la première semaine, on s'est posé la question, ben, qu'est-ce qui se passe au niveau des rémunérations, de comment on va faire avec tout ce qui va venir et qui a été annulé. On a organisé des CE, donc des conseils à chaque fois des commissions exécutives où ben, on est une vingtaine et on prend des décisions et aussi ils se mettent en lien avec les ministères, enfin surtout le ministère de la Culture et les autres organisations syndicales et autres organisations. D'ailleurs, je pense que la FRAP, elle n'était pas très loin non plus. Pour voir, suivre ce qui se passe au niveau des mesures et puis proposer à chaque fois pour réajuster par rapport à la situation particulière des artistes-auteurs. Donc avec le syndicat, on se réunit encore toutes les semaines, tous les lundis, pour faire le point, pour faire le point sur les échanges qui ont été faits avec le ministère, pour peut-être faire de nouvelles propositions, pour voir aussi les discussions qui sont faites avec les autres syndicats, les autres organisations, quels points sont relevés ou pas. Et puis aussi, on a mis en place une lettre d'information qu'on envoyait toutes les semaines à tous les adhérents et on reliait l'info sur Facebook, enfin sur un compte Facebook. Donc voilà, voilà ce qui s'est passé. Merci pour ce complément. Il me semble, et d'ailleurs je profite de ton intervention pour dire une chose importante pour toutes les personnes qui sont avec nous aujourd'hui. Vous avez déjà dans cette première séquence vu beaucoup, enfin entendu beaucoup d'informations, beaucoup d'acronymes, beaucoup de différents types de dispositifs. Peut-être êtes-vous déjà perdu dans la liste de toutes ces possibilités. Donc sachez d'une part que ce webinaire est enregistré et qu'il sera diffusé très très rapidement, peut-être pas ce soir, mais dès demain, sur le site de l'agence et sur le site d'Astre, d'une part, et sur les réseaux sociaux. Et d'autre part, les liens vers les pages Facebook, les sites internet, les blogs de nos différents intervenants, intervenantes seront évidemment disponibles. Vous aurez une vignette à la fin de l'intervention où toutes ces informations seront accessibles. Vous pourrez donc retrouver, nous les enverrons même avec l'information sur la mise en ligne de l'enregistrement. Si vous voulez bien, passons à présent à un autre témoignage. Je vais donc donner la parole à Fabiane. Fabiane, oui. À toi. Du coup, moi, mon intervention, c'est simplement sur voilà comment j'ai vécu le truc, comment j'ai fait, qu'est-ce que j'ai demandé comme aide en tant qu'artiste, parce que je suis artiste plasticien, designer. Je m'appelle Fabiane Gentel, c'est marqué en dessous de la vignette. J'ai par ailleurs un travail salarié en temps partiel à côté. Je fais de la direction artistique pour une université. En plus de ça, j'ai une autre casquette. Je suis président d'un collectif qui s'appelle 748, qui est basé à Limoges et qui
fait voilà, tout un tas de projets, mais surtout à monter des ateliers d'artistes dans la ville de Limoges. Du coup, cette casquette du président de ce collectif a fait que j'ai pu entretenir des liens avec Astre, du coup le réseau, et puis du coup on est également avec 748 représenté dans le conseil d'administration du réseau. Voilà, du coup avec tous les différents chantiers dont Cécile a un peu parlé tout à l'heure. Du coup, moi, pour tout ce qui va être 7, 4, 8, c'est relativement rapide. En fait, on s'est retrouvé dans rien. Du coup, on a demandé rien. Du coup, on n'a rien. Du coup, voilà, c'est assez simple. Pour ma partie personnelle, du coup, j'ai pu bénéficier du fonds de solidarité pour les indépendants. Et puis très tôt, en fait, je m'étais renseigné parce qu'effectivement, j'ai vu des revenus baisser, pas de possibilité de trouver de nouvelles missions, etc. Bien sûr. Et du coup, je me suis renseigné dès mars sur ce que j'avais entendu, ce fonds de solidarité, qu'est-ce que ça voulait dire, etc. Et heureusement, justement, on en parlait tout à l'heure, que les organisations syndicales et autres étaient là parce que elles ont vraiment fait un petit travail de forcing et puis aussi de centralisation en fait des différentes aides et des différents modes de calcul et soucis que ces modes de calcul pouvaient amener parce que notamment l'aide du coup pour le mois de mars qui était calculée seulement sur la différence entre le mois de mars 2020 et le mois de mars 2019, ce que Anne disait tout à l'heure. Ça n'a pas aidé vraiment à ce que les artistes puissent en bénéficier, étant donné que voilà, on est connu pour avoir des revenus qui sont totalement fluctuants, on n'a rien pendant 6 mois, et puis d'un coup, on a une grosse rentrée d'argent. Manque de peau, si cette rentrée d'argent était en février et pas en mars 2019, eh ben, on avait droit à rien. Heureusement que du coup ces calculs ont changé et qu'on a pu faire un 12e du coup à partir d'avril et de mai, un 12e du chiffre d'affaires encaissé du coup pour les artistes. Ce qui moi m'a permis du coup d'avoir une aide pour avril et j'ai pas fait redemander l'aide pour mai parce que j'ai eu une rentrée d'argent entre-temps. Voilà. Alors oui, il se pose encore pas mal de questions. En tant qu'artiste, du coup, bon, je continue à suivre un peu voilà, toutes les nouvelles annonces, toutes les nouvelles mesures, les changements de calcul encore, ou les changements de mode d'attribution. Et puis les annonces type, on parlait tout à l'heure des cotisations sociales. C'est vrai que le président en avait parlé lors de son discours décontracté au monde de la culture, mais il parlait d'exonération sur 4 mois, mais quels sont ces 4 mois, à quel moment, et puis d'un coup plus rien. Du coup, on suit toujours ça, et puis moi-même, je suis le premier, j'ai encore pas mal de questions. Et voilà pour ma part. Merci Fabienne. Il est évident que les annonces qui ont été faites à l'issue de cette grand-messe concernant le monde de la culture doivent être suivies de mesures concrètes, de dispositifs, de décrets, d'applications. Pour le moment, on est encore vraiment dans l'expectative. Donc voilà, j'espère que les jours qui vont venir nous permettront d'y voir plus clair sur la concrétude des choses. Un autre retour, témoignage vécu de la part de Stéphane. Voilà, merci Stéphane. Donc moi c'est Stéphane Legarf, je suis directeur artistique de Nyctalope Mélodie. Alors au sein de Nyctalope Mélodie, on a déjà 3 champs d'activité, ce qui est assez important parce que justement on a à la fois une activité de diffusion qui est la plus connue avec le festival OFNI. On a organisé 17 éditions jusqu'à maintenant à Poitiers et en région Poitou-Charentes.
On fait également de la création et de la production, donc ça c'est un peu notre activité à l'année, en même temps que de la transmission avec des ateliers de pratique, d'éducation à l'image notamment. Et ça, c'est toute cette partie-là qui a été évidemment annulée pendant toute la période, dès le mois de mars. Par ailleurs, moi je suis aussi artiste-auteur, photographe plasticien transmédia, et j'interviens également à l'école de cinéma d'animation de l'EMCA pour accompagner les étudiants sur leur film de fin d'études. Donc j'ai regardé un peu tout ce qui se passait et tous les dispositifs aussi avec différentes casquettes et en m'interrogeant souvent aussi sur la façon dont ça a évolué. Alors dans cette période, quand cette société du flux mondialisé s'est arrêtée et la société du flux du spectacle aussi, c'est vrai que ça a quand même modifié, je pense, beaucoup de choses pour nous tous. Il y a eu un peu ce moment de latence, un peu de sidération aussi. Mais moi, assez rapidement, je me suis quand même rendu compte qu'on avait un transfert d'activité aussi qui a été assez rapide, qui était un petit peu décrit aussi par Cyril, et où justement nos responsabilités de création artistique ou d'activité artistique, et je pense que ça a été un peu la même chose pour un bon nombre d'artistes-auteurs aussi, on est devenus tous en fait des administrateurs ou des gestionnaires administrateurs, pas toujours très bons, mais on aura essayé, au moins pour essayer de rentrer dans tout ce flux de dispositifs qui a pu remplacer cette absence de création. Donc ça a été une expérience assez étonnante aussi. On pourrait presque avoir un peu une étude sociologique de la chose. Comme le disait Cyril, nous, on a très rapidement fait, en fait, dès la mi-mars, puisqu'on a eu des prestations annulées très rapidement également, sur lesquelles on n'a pas été payé malheureusement. Donc on a très vite fait la demande d'activité partielle, ce qui nous a pris pas mal de temps. Je crois que j'ai un cahier de 25 lignes au total de toutes les démarches qu'on a pu faire. Parfois, c'était un coup de fil, parfois c'est un mail, parfois c'était attendre un code pendant 15 jours ou des choses comme ça. Et encore, on est arrivé jusqu'au bout, au bout d'un mois et demi, donc on a de la chance, puisque je sais qu'il y a certaines structures qui sont arrêtées dès la première case, mais ça, c'était aussi des problèmes techniques dus au surplus de demandes. Quand on a eu quelqu'un, les personnes étaient toujours, en tous les cas, très sympathiques. Mais toujours est-il que ça a été très long et que c'est encore en cours. Pour l'instant, on n'a touché que la moitié du mois de mars. En fait. Donc, ça n'a pas représenté grand-chose par rapport au temps de travail que pouvait représenter cette demande. On a pu faire la demande d'aide de l'État, donc sur le fonds d'urgence en fait par le biais du site des impôts. Donc ça, c'était justement le dispositif, je pense, le plus simple et le plus rapide. Et qui a fonctionné, à mon avis, pour la majorité des structures et des personnes aussi. On a également une demande, on a fait une demande en cours aussi à la banque pour un prêt garanti par l'État. Alors, on n'avait pas de réponse, ça fait 3 semaines qu'on a fait la demande, on n'a toujours pas de réponse. Et en fait, pour avoir réussi en début de semaine à avoir enfin quelqu'un auprès de la banque, ils ont un mois de retard sur la gestion des dossiers. Pareil pour un surplus de demande, donc ça ne doit pas être le cas de toutes les banques, mais la nôtre, en tous les cas, c'est le cas. Donc, en effet, une fois qu'on n'a pas ces réponses, qu'on n'a pas ces retours, on n'est pas éligible au volet 2, par exemple, pour pouvoir faire d'autres demandes en parallèle. Voilà, donc le premier constat, ça a été quand même un constat d'empilement des aides, empilement de dispositifs, que ça prenait aussi beaucoup de temps pour lire tous ces dossiers, toutes ces demandes. Il y a plein de différents documents et on l'a vu dans la présentation, il faut quand même s'y retrouver, il faut suivre. C'est pas forcément très simple. Et quand j'ai vu toutes ces aides-là, je me suis un peu posé la question quand même aussi, et c'est pour ça qu'on se l'est posé aussi au sein du réseau de HAS, de comment aussi des artistes-auteurs qui ne sont pas forcément très familiers de ces pratiques administratives ont pu s'en sortir ou ne s'en sont pas du tout sortis pendant cette période aussi, alors que c'est déjà un milieu qu'on sait assez précaire pour la majorité des artistes-auteurs. Voilà, pour résumer un peu. Après, juste pour terminer, pour pouvoir peut-être continuer s'il y a des questions ou des échanges, je pense qu'il n'y a aucune structure, en tous les cas, ou aucun artiste qui a pu passer cette période et toutes ces démarches administratives avec plaisir. Ça a été quand même une
vécu, je pense, aussi comme une contrainte, et que là, le fait de rajouter des couches de millefeuille aussi administratifs donne beaucoup moins envie, évidemment, de répondre à ces dispositifs plutôt que de pouvoir repartir sur une activité, même si elle est autre. Il faudra peut-être aussi repenser cette question du flux de façon générale dans tout notre monde, mais c'est une autre question. Très bien, merci, merci Stéphane pour ce témoignage. À travers ces différents types de fonctions, de casquettes, et j'observe la même chose pour Fabiane. On voit bien, quelle que soit finalement la casquette prise, les complications, les difficultés à pouvoir actionner tous ces dispositifs, à pouvoir jongler de l'un à l'autre. Il y a une caractéristique qui apparaît de l'écosystème des arts visuels, c'est que la plupart des personnes, des acteurs sont ce que les anglo-saxons appellent des slashers, c'est-à-dire avec des carrières portefeuille, avec plusieurs activités parfois simultanées ou successives. Est-ce qu'il y a dans le présent moment un statut qui prime concernant ces différents dispositifs? Fabiane, est-ce que dans tes différentes recherches, démarches, tu as senti qu'il y avait un statut qui était plus particulièrement favorisé, mis en avant, ou qui primait sur les autres? Bah après, moi, enfin, ma casquette associative, c'est une petite association, un petit collectif. Du coup, comme je disais, j'ai vu là récemment qu'il y a une aide dont parlait tout à l'heure Camille, de la DRAC, qui s'adresse notamment à un public qui devrait être le nôtre, mais finalement, on s'y retrouve pas non plus. Je pense que les aides, pour moi vraiment, c'était la casquette d'artiste, auteur. Parce que là, tout à l'heure, je parlais un peu des soucis, mais c'est maintenant que ces modes de calcul sont en train de changer, c'est de plus en plus simple, et pour les artistes-auteurs de pouvoir en bénéficier. On en parlait, le fonds est en train de s'ouvrir pour les artistes-auteurs qui sont en traitement et salaire, ce qui était jusqu'à présent pas le cas encore. Du coup, ils peuvent maintenant, grâce à un formulaire dédié, bénéficier de ça. Pour moi, c'était cette case-là, quoi. Bon. D'accord. Chacun a eu une expérience totalement différente. Merci. Je vois Cécile apparaître à l'écran. On avait prévu de faire intervenir Annabelle, mais j'imagine que Cécile a des questions. Ah oui, d'accord. Oui, je veux bien, parce qu'il y a un certain nombre de questions qui finalement s'empilent. Je me permets juste une précision, Fabienne, c'est par rapport à une question qui a été posée. En fait, Fabienne est directeur artistique sous un statut salarié, et donc à son activité artistique sur un régime social artiste-auteur. Peut-être, est-ce que de manière très précise, vous pouvez dire, et peut-être Anne aussi, qui peut peut-être nous rejoindre, dire très précisément ce à quoi vous avez, j'allais dire, candidaté, ce que vous avez, à quelle aide vous avez fait des demandes, et qu'est-ce que vous avez obtenu chacun, voilà, juste ça, pour qu'on comprenne de manière très pragmatique. Anne, tu as oublié d'allumer ton micro. N'a pas ton micro. Ouais. Eh bien, de mon côté, j'ai pu bénéficier de l'aide TPE. Quel fonds de solidarité, parce que des fois on dit pas tous la même chose. TPE, ça veut dire très petite entreprise, et c'est le fonds de solidarité pour les personnes pas salariées, pour les indépendants. Et en fait, j'ai eu voilà, j'ai un peu triché, on va dire, je vais être honnête, hein, sur le mois de mars, parce que je n'avais pas de revenus en 2019, et déjà je sentais, enfin au syndicat on sentait déjà que ça allait poser un gros problème, donc j'ai déclaré 1/12 de mon chiffre d'affaires. Donc pour le coup mon exemple n'était pas si loin de moi, en fait c'était 535 €, donc j'ai eu 535 € pour le mois de mars. Et avril, j'ai eu des soucis
j'ai pas déclaré parce que, en fait, le 15 mars, j'avais une performance à Épinal qui a été annulée. Et ils nous ont versé, ils ont décidé de la reporter en novembre et ils m'ont versé un acompte de 70%, en avril. Et ce qui pose vraiment problème parce que donc ça veut dire qu'au mois de novembre, bah, je vais toucher que 30% et ça m'empêche de toucher l'aide de ce fonds de solidarité. Donc, et en plus, alors j'avais un truc qui se rajoutait là-dessus, c'est que 2020 pour moi c'est une année assez difficile parce que à cause du fait que je n'avais plus droit au RSA. Parce que en 2018, parce que le RSA est toujours calculé sur N-2, donc 2 ans avant. Pour 2020, c'est sur ce qu'on touchait en 2018. Et j'ai eu des subventions, justement, de Astre qui sont tombées de la DRAC, pardon, mais c'était dans le contrat de filière qui me sont tombées. Astre ne distribue pas de subventions. Non, mais le contrat de filière, il y a donc c'était par le biais de la DRAC. J'ai touché donc cette subvention en décembre 2018 et c'était pour financer mon projet de 2019. Et donc en 2019, j'ai eu très peu de rentrée d'argent vu que j'étais sur ce fonds-là et donc ça m'a bloqué pour mon RSA de 2020. Donc je savais déjà qu'en janvier ça allait être problématique, donc je suis allée voir une assistante sociale et ils m'ont mis en contact, m'ont donné un mail du département parce que le RSA c'est géré par le département pour faire une demande de droit d'option et pour réévaluer mon cas pour que mes revenus soient calculés trimestriellement et pas annuellement. Et donc pour que tous les 3 mois je puisse montrer si j'ai des revenus ou pas et donc pouvoir toucher des aides auquel cas, dans le cas échéant. Voilà. Et donc ça m'a permis de souffler un peu, de voir que j'allais pouvoir toucher ce RSA au vu de la situation avec tout ce qui est annulé, reporté et le peu d'aide en fait qu'en face on a de l'État pour les artistes auteurs. Parce que pour ma part, ça s'arrête à 500 €. Voilà. D'accord. Voilà, c'était ça l'idée. Fabiane, de ton côté? C'est à peu près pareil. Hein. C'est c'est le fonds de solidarité aux indépendants, comme je disais, pour lequel j'ai candidaté, si on peut dire. Au final, j'ai eu 90 € pour mars et 590 € pour avril, rien pour mai. D'accord. Parce que l'émission qui du coup était facturée en mai. Ok. Et toi, Stéphane? Moi, j'ai pas du tout fait de demande sur le plan artiste-auteur, donc j'étais en activité partielle, réduction à 1/4 d'activité en fait sur la structure, et donc on a touché sur la structure. Pour l'instant, on a juste eu les 530 € du mois de mars versés pour l'activité partielle et les 1500 € de l'État. On a refait une demande là jusqu'à la fin mai pour l'activité partielle. On va essayer de reconduire en juin, puisqu'on a toutes les prestations qui ont été annulées de toute façon sur la période. Okay. Et on n'a pas de, oui, j'ai pas précisé tout à l'heure, mais Nyctalope Mélodie est une structure, même si ça existe depuis 20 ans maintenant, on n'a aucun budget de fonctionnement. Et c'est là aussi où on a vu qu'il pouvait y avoir une différence entre les structures. En effet, les structures qui n'ont pas en fait de budget de fonctionnement. Là, on vient juste de toucher l'aide pour le festival Ofini qu'on organise en novembre, qui est arrivé, qui a été pas accélérée puisqu'elle arrive tous les ans à cette période-là de la part de la ville de Poitiers. Et finalement, on va être obligé de grignoter dans ce budget-là qui n'est pas du tout consacré à ça. Et ça nous rend non éligibles pour les demandes les autres volets en fait par rapport à la trésorerie de la structure. Donc c'est encore une anecdote. Alors je rebondis sur cette question. Merci Stéphane. Je rebondis sur cette question de la trésorerie
qu'effectivement, une question remarque qui est remontée par rapport à la question du fonds de la région pour les associations qui effectivement de l'aide à la trésorerie. Et oui, effectivement, il y a certainement, enfin c'est en tout cas un constat partagé, j'allais dire en tout cas dans le secteur culturel globalement, c'est-à-dire que c'est pas forcément aujourd'hui que les problèmes de trésorerie se posent, mais ils se poseront plutôt à partir de septembre, octobre, novembre, quand l'été sera passé et qu'il y aura un certain nombre de recettes propres qui ne seront pas arrivées. Là, il va y avoir des soucis. Alors, voilà, nous, en tout cas, en tant que réseau, c'est quelque chose qu'on fait remonter auprès de la région. Voilà, il n'y a pas que nous, hein, on est nombreux à porter cette parole auprès de la région. Donc, on espère que ce dispositif va ou se transformer ou en tout cas continuer à être accessible plus tard dans l'année. C'est pareil pour les artistes, d'ailleurs. Comment? Pour les artistes seront dans le même cas aussi. On espère qu'il y aura un accompagnement. Ouais. Oui, alors aujourd'hui, régionalement, il n'y a aucune aide pour les indépendants, puisque ce qu'on a vu, ce sont que des aides pour des structures employeurs. Alors, alors avant de rebondir sur ça, je vais juste faire, parce qu'il y a un certain nombre de questions qui arrivent, qui sont des questions personnelles, individuelles, et qui, on pourra tout à fait répondre dans la plateforme d'accompagnement qu'on va ouvrir jeudi. Donc vraiment, je vous invite, tout ça sera mis dans des liens que là vous enverra avec l'enregistrement. Donc la plateforme ouvre jeudi et vraiment, j'invite les personnes qui ont des questions individuelles et de se demander est-ce que je peux demander telle aide, de telle manière ou c'est confus, je sais pas. Vraiment, je vous invite à venir vers nous pour qu'on puisse vous accompagner sur ces questions-là. Ceci étant dit, je voudrais à nouveau revenir sur c'est quelque chose qui a été un peu abordé tout à l'heure dans l'échange entre Camille et Cyril. Et ça revient aussi un peu en filigrane dans plusieurs questions. Il y a cette problématique qui est levée aujourd'hui par les critères d'éligibilité des associations, qui est celle de l'activité économique. Donc, pour être activité économique, il faut vendre des biens et des services et il faut ou être fiscalisé ou être employeur. Or, en tout cas, beaucoup dans le secteur des arts plastiques, le cas est très fort de beaucoup d'associations qui effectivement ne sont pas employeuses, qui sont par exemple, gèrent un lieu ou en tout cas où réunissent des personnes qui chacune individuellement ont un statut, donc si c'est un collectif d'artistes sous le régime social des artistes-auteurs, et donc qui génèrent leurs revenus par ce statut-là et pas par le biais de celui de l'association. Est-ce que donc ça crée vraiment effectivement une confusion? Il y a plusieurs questions qui disent mais alors je suis une association comme ci, comme ça, et donc je rentre pas, donc je n'ai pas d'activité économique. Voilà. Je laisse Camille, Cyril, Anne. Camille, je sens que tu as envie de commencer. Alors, donc comme les questions ne sont pas formulées comme tu nous en fais un condensé, si je comprends bien, c'est sur la notion d'activité économique. En fait, pour moi, je rajouterais activité économique marchande ou pas, en fait. Donc, pour moi, donc, si j'ai compris les questions qui se posent, soit le fonds de solidarité, c'est association employeuse, ou alors association assujettie aux impôts commerciaux. Mais voilà, si je devais résumer les deux critères, est-ce que Cyril, c'est ça la synthèse? Oui, c'est ça. Et là, on voit qu'il y a un trou dans la raquette. La documentation n'était pas très claire au démarrage parce qu'il disait bah, toutes les structures sont concernées, les entreprises, les associations, les auto-entrepreneurs. Et plus loin, dans les poires aux questions de mémoire,
on voyait apparaître forcément des précisions, et notamment pour le domaine associatif, qui était celle-là, qui était voilà, l'activité économique fiscalisée. Et, ou être employeur. Et donc, en fin de compte, effectivement, les exemples qui sont donnés semblent être des cas non concernés par l'aide, tout simplement parce que, eh bien, ils vendent des biens et des services, mais comme ils ne sont pas fiscalisés parce qu'ils ne sont pas dans l'analyse de concurrence, de publicité, etc., eh bien, ils se retrouvent comme étant non employeurs par ailleurs, absents du dispositif de fonds de soutien. L'idée derrière, j'imagine, c'était d'aider entre guillemets, que les associations qui avaient un vrai risque sur leur pérennité, car avec des salariés et des frais de structure, alors que peut-être qu'ils considéraient que d'autres associations avec peu d'activité économique, c'est-à-dire qui auraient des subventions pour subsister, ou les cotisations, n'aurait pas vocation à être aidé. Je ne sais pas exactement ce qui a prévalu comme choix, mais dans l'état actuel des textes, on est dans le cas d'exclusion. Je peux compléter juste une minute, c'est Stéphane de Nictalop, parce qu'en fait, on a pu faire, nous, la demande par rapport à cette aide, et on a pu obtenir cette aide des 1 500 € grâce à l'activité économique, à l'activité de prestation à l'année, en fait, que l'on peut faire. Sinon, nous n'aurions jamais obtenu cette aide, en fait. On n'aurait pas pu l'avoir. Là, on a fait le calcul, on a pris notre chiffre d'affaires, donc c'était sur l'année 2018, où on a fait la demande, on a calculé, on a divisé à partir de toutes les facturations, et ça nous permettait de pouvoir toucher, en effet, au-dessus des 1 500 €. Mais si on n'avait pas eu cette activité-là, de toute façon, on ne pourrait pas déjà avoir d'activité salariée non plus, puisque c'est pas les subventions festivals qui paient l'activité à l'année. Donc là, en effet, mais là, c'est pour le calcul. Il va y avoir un trou. Tandis que là, on parle même de l'éligibilité. C'est-à-dire qu'une association qui fait des achats et ventes de prestations ou de services, mais qui n'est pas fiscalisée, ne peut même pas s'en prévaloir. Ouais. Donc, et de la même façon, moi, c'était aussi pour ça qu'on a vu cet échange-là, même dans le réseau, quand on en a discuté au départ, c'est que la majorité, moi, des artistes-auteurs que j'ai pu avoir autour, et puis il y a aussi un collectif d'artistes au sein de Nictalop Mélodie, dès le mois de mars, ceux qui étaient un peu dans l'urgence, qui avaient des annulations, ils ont activé leurs autres activités, comme on a pu un peu l'entendre, en fait. Mais il y en a certains qui étaient indépendants, qui pouvaient faire d'autres choses, ou qui pouvaient avoir une petite activité salariée en parallèle, et ils ont tous déclenché les autres pour avoir justement l'aide d'État sur un statut d'auto-entrepreneur ou sur des statuts d'entreprise, en fait, puisque le statut artiste-auteur passait dans la raquette, quoi. Là, la personne qui a posé une question dit qu'une association donc qui n'a pas de salariés, mais qui est titulaire d'un marché public avec la région. Donc, ça veut dire qu'il y a un endroit où on a une capacité de reconnaître l'association comme étant un support juridique, légal suffisant pour être, comment dire, recevoir un marché attributaire d'un marché public, mais à d'autres endroits, on ne va pas la reconnaître. Oui, de toute façon, ça répond à ta question un peu, Thierry. J'avais pas répondu tout à l'heure, où tu demandais globalement à qui étaient adressées les aides. Moi, de tout ce que j'ai pu apercevoir et lire de la multitude de pages de documentation qu'on a pu traverser, il est évident que les aides sont adressées aux entreprises de façon globale et qu'il y a des dérogations. Parfois, il y a des petites ouvertures, on sent, qui permettent de faire rentrer, de faire passer plus ou moins certaines associations. Mais le cœur de cible, il est très clair. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus, hein. Il faut même voir dans les documents, en général, les associations, elles arrivent en dernière page. Oui, il suffit qu'elle ne soit pas employeuse et qu'elle ne soit pas fiscalisée pour être en dehors de toute mesure de soutien, en fait. Et ce qui a compliqué aussi pas mal les choses, c'est que entre mars et aujourd'hui, effectivement, il y a des choses qui se sont un petit peu précisées, mais une association qui aurait eu un refus en mars pour le fonds de solidarité
aujourd'hui pourrait l'avoir vraiment si dans un contexte identique en fait. Simplement, il y a effectivement notamment certains centres des impôts qui ont refusé à des associations qui pourtant étaient éligibles en fait. Donc, il ne faut pas non plus hésiter à effectivement, en tant qu'association, creuser un petit peu et faire un recours en cas de refus en fait. Oui, je confirme ça, Camille. On a eu plusieurs cas de chômage partiel qui n'avaient pas pu être attribués parce que il y avait eu des refus d'agents de la Directe d'actionner ce type de dispositif parce qu'il y avait une lecture erronée des textes ou une méconnaissance des textes, et on a pu, en identifiant les unités départementales où l'information n'avait pas été correctement partagée, on a pu intervenir grâce à la DRAC notamment et au contact qu'on avait à la Directe Nouvelle-Aquitaine pour que les solutions soient très rapidement mises en place. Donc voilà, on est passé par de nombreuses phases. Ok. Moi, peut-être qu'on arrive au moment où Annabelle peut présenter la plateforme qui effectivement alors, ne sera pas une réponse directement à certaines nombreuses questions qui vraiment sont personnelles et auxquelles c'est un peu compliqué là de répondre, mais par contre pour lesquelles voilà, la plateforme sera un outil de réponse. Il y a juste à patienter jusqu'à jeudi. Alors oui, bonjour. Moi, je vais surtout parler du coup pour les artistes plasticiens et beaucoup moins pour les structures. Avant ça, je voulais revenir sur ce que disait Anne sur les aides. Comme ça va vous permettre de contextualiser aussi le cheminement de ce lancement de plateforme. Moi, j'ai fait 8 ans au Centre national des arts plastiques au service de la communication, des ressources et de l'information professionnelle. Donc, du coup, je connais assez bien les aides et le fonctionnement du CNAP. Du coup, je voulais juste bien préciser que l'aide du CNAP, alors il ne faut pas que je me trompe dans la terminologie, mais le fonds d'urgence du CNAP, c'est un montant forfaitaire global de 2 500 €. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez avoir plus et que le maximum, c'est 2 500. Et je voulais bien le préciser parce que c'est... voilà, je préfère le préciser, parce que pour moi, je me suis même embrouillée en écoutant Anne et je me suis dit 2500, c'est bien, mais non, ce n'est pas la réalité. Et le secours exceptionnel, c'est 3 fois par an la commission. Donc, en effet, là, il y a eu une première commission où ils ont reçu beaucoup de demandes. Vous pouvez consulter aussi le rapport d'activité sur le site du CNAP pour voir comment ça se passe les autres années et ce qui va se passer cette année. En effet, je pense qu'il faut guetter de près la prochaine commission de secours exceptionnel du CNAP. Voilà, parce que j'espère qu'ils vont arriver à adapter le dispositif. Et autre chose, c'était sur le fonds de solidarité de l'État. Alors moi, je suis micro-entrepreneur du coup depuis septembre, donc je me suis posé beaucoup de questions administratives aussi, même si je ne suis pas artiste. Et en fait, je voulais juste revenir sur justement les évolutions du chiffre d'affaires. Et la forme question du ministère des Économies répond plutôt bien, parce qu'en fait, pour les artistes-auteurs, moi j'ai eu beaucoup d'échanges avec les artistes, notamment à La Réunion, là où j'ai lancé la première plateforme, et notamment le calcul du chiffre d'affaires a changé en fonction de si vous avez pris si vous avez déclaré votre activité à partir du 1er mars ou si elle existait avant ou si vous avez lancé l'activité cette année. Mais voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que tout cela sera dans les documents qu'on va vous transmettre. Donc, la plateforme en Nouvelle-Aquitaine qui sera lancée avec Astre jeudi. En fait, c'est un dispositif d'accompagnement pour les artistes plasticiens. C'est un service gratuit. L'idée, c'était d'accompagner, de guider les artistes, justement. Voilà, tout ce qu'on vient d'évoquer, le fonds d'aide de l'État, le CNAP, d'autres choses. On a entendu d'autres choses peut-être à venir. Voilà, peut-être voir du côté de la DAGP aussi. Voilà, on est tous en attente de potentielles nouvelles annonces, des choses qui changent tous les jours, des foires aux questions qui changent tous les jours, notamment la foire aux questions des impôts qui a été mise à jour le 25 mai à 20h07, je crois, si on se fie au nom du PDF posté. Voilà. Tout à l'heure avec Anne, on échangeait encore parce que moi, je n'avais pas suivi la mise à jour du CNAP du 26 mai qui dit que c'est fini au 15 juin, si je ne me trompe pas. Voilà, donc nous aussi, on fait
on fait de la veille. Moi, l'idée de ce dispositif d'accompagnement, c'était de m'appuyer sur des structures en région qui ont l'information, qui la mettent à jour, mais c'était surtout de donner une porte d'entrée à des individus et de remettre de l'humain en fait au cœur de tout ça. Voilà, ça c'est ma note d'espoir, c'est qu'en fait, il y a des échanges comme là, ce qu'on est en train de faire, mais il y a aussi des gens pour y répondre. Donc la plateforme, elle est lancée jeudi. En fait, l'idée, c'est que les artistes plasticiens remplissent un questionnaire qui permet en fait à des conseillers qui sont derrière la plateforme d'étudier la situation afin d'orienter l'artiste vers le bon dispositif. En fait, après cette étude de questionnaire, un espace sera créé, donc vous allez recevoir des identifiants. Donc, je parle aux artistes-auteurs d'Aquitaine, hein, pour la plateforme Nouvelle-Aquitaine. Et à partir de là, en fait, dans cet espace, vous allez pouvoir déposer vos pièces justificatives, déclaration d'impôt, que sais-je, etc., pour que votre conseiller vous aide à remplir votre dossier, votre candidature pour une potentielle aide. Et il y a aussi un service de visio et de chat. Donc, vous pouvez à la fois solliciter des conseillers. Voilà, si vous n'êtes pas timide, vous pouvez les appeler en visio, mais vous pouvez aussi parler aux autres artistes. Donc, du coup, toute la liste des artistes est là, et via le chat, pas via les adresses mail, du coup, puisqu'elles sont protégées, vous pouvez contacter vos homologues. Donc voilà, ce sera la note positive, j'espère, dans ce monde de brut qu'est l'administration. Mais voilà, c'est que les gens pourront échanger d'individu à individu. Et je voulais... Merci Annabelle, je voulais juste ajouter une chose, c'est que ces personnes, ces conseillers, ces accompagnants, donc ils sont 6, ce sont des salariés de structure et des artistes, et que en fait pour Astre c'est vraiment, voilà, on a décidé de partir sur ce dispositif un peu rapidement, mais c'est aussi un temps d'expérimentation. On va comprendre là tous ensemble comment ça marche, on va réajuster l'action au fil où elle va se mettre en œuvre, et le but sera bien sûr de pouvoir poursuivre ce dispositif au-delà des aides d'urgence, et ce qu'on souhaite aussi que ce soit pour les artistes plasticiens, mais que ça puisse être aussi de l'accompagnement pour les structures. Ça, ce sera une autre histoire et un autre webinaire. C'est pour les deux. Merci, merci Annabelle, merci Cécile. On a quand même un certain nombre de questions techniques qui peuvent intéresser toutes les personnes qui sont encore avec nous, notamment qui s'adressent peut-être à Cyril. Qu'est-ce qu'on appelle une association fiscalisée et qu'est-ce qui permet de caractériser une association comme étant fiscalisée? Est-ce que c'est par rapport à un chiffre d'affaires? Est-ce que c'est par rapport à un type d'activité? Est-ce que c'est par rapport à une modalité de facturation? Est-ce que, voilà, quels sont les critères qui permettent de caractériser cette question-là? Les associations fiscalisées, c'est pas en matière de TVA, c'est en matière d'impôts commerciaux. Donc en fait, c'est impôts sociétés et contributions économiques territoriales et éventuellement taxes d'apprentissage. Et pour le domaine associatif, c'est les associations qui ont été reconnues comme telles, ou en tout cas qui se sont placées sous le régime de la fiscalité. Donc c'est celles qui ont une activité économique dans le domaine concurrentiel. Bien souvent, ça a été déterminé à l'issue d'un rescrit fiscal dans lequel il y a un certain nombre de questions qui sont abordées avec les services des impôts à propos de l'organisation, des équipes, du marché sur lequel les associations interviennent. Bien souvent, les associations purement culturelles qui ne se positionnent pas sur le marché, qui ne sont pas en concurrence avec d'autres structures privées, des SARL ou des entreprises individuelles, ne sont pas fiscalisées de fait. Il y a eu d'ailleurs dans la foire aux questions une question intéressante qui était si une association ne s'est jamais déclarée comme étant fiscalisée et voudrait se prévaloir de l'aide, eh bien comme dans les conditions, il faut se prévaloir d'absence d'aide fiscale antérieure aux difficultés Covid, la réponse était bien non. Ça veut dire que l'association en question n'a jamais fait les déclarations fiscales en question et donc de fait se retrouve à avoir des dettes. Donc de fait sont exclus.
Donc, une association qui ne sait pas être fiscalisée, de fait, ne l'est pas et ne peut pas se prévaloir de l'aide. Même si, après coup, elle pourrait se rendre fiscalisée, eh bien, en fait, ce serait trop tard par rapport à l'aide. Ce que je peux conseiller, par contre, c'est de mener ce rescrit-là pour s'assurer de ne pas relever du domaine fiscalisable, parce que rien de plus désagréable que de le découvrir. Il vaut mieux l'analyser. On a l'exemple par exemple, des associations de commerçants dans les villes qui, la plupart, ne sont pas fiscalisées, alors qu'en fait, en faisant le rescrit, on se rend compte qu'elles pourraient l'être. Bon. Mais ce n'est pas la notion de TVA, parce qu'on peut très bien être fiscalisé et être en dessous des limites de la TVA et pouvoir se prévaloir de l'aide. C'est vraiment la fiscalité impôt-société. Très bien, merci Cyril. J'ai une autre question parce que j'ai l'impression que, enfin j'ai même la conviction que c'est un sujet assez déterminant pour l'avenir des organisations autour de la trésorerie. On sent que la pression s'exerce sur les structures à cet endroit-là. Et comme le disait tout à l'heure, je ne sais plus quel intervenante, il n'est pas toujours évident d'avoir suffisamment de compréhension, de connaissances sur la comptabilité, la gestion des organisations pour pouvoir porter une analyse, une évaluation de sa trésorerie à un instant T et de pouvoir la projeter dans le temps. Donc la question que je pose, elle est autant pour Cyril que pour les initiateurs de la plateforme, notamment Cécile. Est-ce qu'un accompagnement est peut-être pertinent, me semble-t-il, à cet endroit-là, pour aider les organisations à pouvoir se projeter, à mettre en place un plan de trésorerie et à pouvoir peut-être savoir à quel moment elles vont avoir besoin d'un soutien et de ne pas attendre qu'il soit trop tard, parce que ce qu'on peut observer pour les entreprises et au sens européen du terme, c'est-à-dire en intégrant les associations qui se retrouvent en très grande difficulté, c'est que parfois il est trop tard au moment où la sonnette d'alarme est tirée, alors qu'un accompagnement en amont et quelques conseils et une évaluation de la situation financière de la structure pourrait permettre d'anticiper ces situations critiques et de donner la bonne information au bon moment pour éviter tout simplement que la structure n'arrête définitivement ses activités. Oui, vous avez raison, c'est tout à fait déterminant, à tel point que pour l'emprunt PGE et pour les dispositifs régionaux Nouvelle-Aquitaine, le plan prévisionnel de trésorerie et de financement est requis en fin de compte. Alors pour l'emprunt PGE, ça dépend des banques, mais je pense que pour les associations, ça explique aussi le délai de réponse. Parce qu'on s'est rendu compte que pour beaucoup de sociétés et de commerçants et d'artisans, les réponses ont été rapides et simples. Et par contre, dès qu'on sort un petit peu de l'ordinaire des champs de compétences des banquiers, et notamment le monde associatif, les délais déjà sont plus compliqués. Et donc là, à cette occasion-là, ils demandent des prévisionnels de trésorerie. La même chose pour les dispositifs régionaux. Si pour instruire les demandes d'aide, il y a les prévisionnels à plusieurs mois d'avance pour anticiper, parce que les dispositifs sont là pour pallier aux difficultés conjoncturelles liées au Covid et telles qu'elles sont anticipées. Alors, c'est pas ce qu'il y a de plus simple, les prévisionnels de trésorerie, parce que on est en notion prévisionnelle. Alors, il y a effectivement un vrai besoin là-dessus, et comme d'habitude, en matière d'anticipation, c'est très important. Notamment, ce qui peut être intéressant, qui est une bonne base de travail, c'est justement dans les dispositifs régionaux. Quand on va sur le site internet et quand on veut instruire une demande, il y a des tableaux Excel de prévisionnels de trésorerie qui peuvent vraiment guider les structures pour savoir les zones à remplir et les choses auxquelles réfléchir. Juste une première chose, c'est qu'effectivement, pour le moment, en tout cas, la plateforme d'accompagnement qu'on propose s'adresse uniquement aux artistes et pas aux structures. On va voir comment ça se passe. On s'est posé la question, hein, mais voilà, on est aussi dans une phase d'expérimentation et effectivement, autant
on a trouvé une ressource, on l'aurait trouvée, hein, on la trouvera aussi sur les structures, mais c'est vrai que peut-être on avait plus de facilité à trouver de la ressource un peu spécifique là pour pouvoir accompagner dans un premier temps des artistes sur le remplissage d'aide d'urgence. Sur la question des trésoreries qui effectivement on peut demander une analyse plus loin et une technique, enfin voilà, un truc un peu plus précis, se pose aujourd'hui le problème numéro un, enfin les services de la région, le service culturel de la région est un peu ennuyé parce qu'en fait il y a très peu de demandes, je sais pas où ça en est, j'ai pas eu des chiffres récemment, mais il y a très peu de demandes du fonds association de la part du secteur culturel. Il y a pratiquement, je me souviens plus, c'était il y a 15 jours, je crois, il y avait 40 dossiers de déposés. Alors, évidemment, quand on vous demande de faire un plan de trésorerie à 3 mois en ce moment, comment c'est possible de pouvoir définir quelles vont être même mon activité dans 15 jours, donc dans 3 mois, donc soit on part dans quelque chose, je sais pas, de complètement fantasmé, projeté, enfin d'un prévisionnel ultra, avec un degré de réalité qui est quand même difficile à évaluer en fait. Donc il y a vraiment cette difficulté-là de l'exercice. Ça c'est une première chose. La deuxième chose, en tout cas sur le secteur, en tout cas des arts plastiques, parce que c'est vrai que ça concerne beaucoup les arts plastiques, ça concerne d'autres secteurs culturels, enfin ça concerne aussi d'autres secteurs culturels, hein, mais c'est vrai que la question que cette aide ne soit pas ouverte aux associations qui n'ont pas d'employeurs est aussi problématique. Mais alors, il y a un peu une double entrée, c'est-à-dire qu'il y a un problème d'éligibilité et il y a aussi la question de ce sur quoi porte l'aide, en fait. Et avec, effectivement, en plus, probablement, oui, ce que tu disais, Thierry, des conséquences qui vont être très importantes et qui vont être, enfin, qui vont être dans 3, 4, 5 mois, quoi. Et comment on anticipe ça, je ne sais pas. Bien, en tout cas, vos deux réponses montrent bien que le besoin d'accompagnement est crucial. Enfin, en tout cas, il est réel et l'accompagnement est crucial. Qu'il va falloir pouvoir l'assumer dans le temps, l'étoffer, le structurer. Cette période nous pousse à innover, à expérimenter des dispositifs et je crois moi beaucoup à la force de la communauté et du réseau pour pouvoir apporter des réponses avec tout l'écosystème, évidemment, les professionnels de la gestion sociale et comptable, les femmes et les hommes de loi aussi, qui peuvent aussi apporter des informations, le réseau, évidemment. Cécile, est-ce que tu souhaites, ou il y a encore des questions auxquelles nous pouvons répondre maintenant? Ou est-ce que nous acheminons vers la conclusion de cette rencontre? Peut-être poser la question, moi de mon côté, je pense qu'on peut conclure, mais peut-être qu'il y a des intervenants qui voudraient rajouter quelque chose. Bon, très bien, merci. Ah, il y a Anne. Anne a remis sa caméra. Oui, Anne. Oui, bah après, c'est pas nouveau, mais c'est vrai que tu dis que l'accompagnement est crucial, mais je trouve que c'est aussi le dialogue avec les gens qui donnent l'argent qui est très important parce que les régions, l'État prend des mesures, mais c'est des mesures qui sont pas forcément en adéquation avec qui on est et avec nos activités qui sont souvent non rentables. Parce que pour l'instant, l'État, il aide beaucoup les pertes en fait d'activité. Et c'est pas les pertes d'activité, c'est les pertes de revenus. Et dans la culture, on est quand même nombreux à avoir des activités qui génèrent peu ou pas d'argent. Et c'est ça qui n'est pas pris en compte. Et je pense que le dialogue avec les administrations est très important en fait pour que notre secteur il soit pris en compte comme un secteur qui n'est pas justement une industrie culturelle. Parce que pour l'instant, c'est surtout les industries culturelles qui sont soutenues. Voilà.
C'était une précision. Très bien, merci, merci Anne. Bien écoutez, quelques informations et quelques mots pour conclure cette rencontre. Tout d'abord, je voulais remercier l'ensemble des inscrits, des participants, des intervenants, des témoins, des experts qui sont intervenus cet après-midi. Merci pour votre participation, pour vos questions. Nous espérons que vous avoir apporté assez d'informations et peut-être aussi d'espoir pour réussir à traverser cette terrible période. Voilà, sachez que cette rencontre, et je le dis pour les personnes qui nous ont rejoints, sachez que cette rencontre est enregistrée et qu'elle sera disponible en balado-diffusion, doit-on dire, très rapidement. Vous recevrez en tout cas un message en ce sens, avec les liens vers les sites, ressources et des structures voilà, qui sont intervenues, qui ont été représentées et citées aujourd'hui. Voilà, donc quelques mots pour conclure. Merci à toutes et à tous et voilà, bonne continuation, ne lâchez rien et à très bientôt. Merci à vous. Est-ce que tu souhaitais dire peut-être un petit mot de la fin, Cécile? Non, simplement merci. Ce serait bien qu'on finisse sur une belle vignette avec nos 6 intervenants, puis on se dit au revoir. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. Ah, il manque Camille. Ah. Merci à tous les 6, vraiment. Et il n'y a personne applaudit, et du coup, il n'y a pas de